Hier, donc, première journée de notre congrès Rotonde, les discussions s'étaient orientées autour de plusieurs aspects méthodologiques des reconstitutions, en soulignant les questions sémantiques et matérielles qui s'y rattachent et en interrogeant la part créative inhérente à ces travaux scientifiques. Ce matin, en troisième session, les interventions se sont attachées à interroger la notion de reconstitution au prisme de l'histoire de l'environnement. Et pour cette quatrième session, nous poursuivons les études de cas en nous concentrant à présent sur la question du corps et des identités humaines, en essayant de comprendre comment l'archéologie, l'histoire de l'art et les pratiques artistiques contemporaines contribuent à la connaissance de visages, de parures ou d'autres expressions d'identité effacées ou disparues. Je vais donc céder la parole à ma collègue Luan qui va vous présenter notre première intervenante. Merci. Tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Coste, doctorante à l'Université Paris 1, rattachée au laboratoire Technologie et Ethnologie des mondes préhistoriques. Elle possède une double expertise en cinéma et en archéologie. Réalisatrice de documentaires depuis 20 ans, elle a produit plusieurs œuvres sur des thématiques archéologiques et s'investit activement dans la médiation en archéologie. Depuis 2022, elle prépare une thèse sous la direction de Boris Valentin consacrée à la reconstitution des humains dans la médiation en préhistoire. Elle est également co-autrice d'un roman de fiction sur la préhistoire. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, on a parlé beaucoup d'architecture. Là, on va complètement, évidemment, changer de sujet puisque moi, je vais vous parler surtout de reconstitution de visage. Mais vous allez voir qu'il y a des problématiques qui ont été abordées entre hier et aujourd'hui qui sont finalement proches malgré la différence dans les sujets. Déjà, pour commencer, je vous ai mis sur cette première slide, vous pouvez voir cette image. Qui a été faite, c'est des sculptures qui ont été faites en 1973. En fait, on voit deux reconstitutions d'après le même crâne, donc un crâne de néandertalien, donc de l'homme de la Chapelle-aux-Saints, donc environ 60 000 ans, retrouvé en France. Et donc, dans ce livre, Georges Constable, donc un Américain, avait souhaité faire deux reconstitutions pour montrer justement la part finalement d'interprétation qu'il pouvait y avoir, même dans les cas où on a comme ça un demi-crâne représenté, ce qui a tendance à vouloir prouver en fait la véracité de la reconstitution. Et vous voyez que sur ce même crâne, en haut, on a une reconstitution d'un visage très humanisé, très proche d'un homme actuel, alors qu'en dessous, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus simiesque, ce qui retranscrit bien les problématiques qu'on a sur les néandertaliens de manière générale. Alors, ces images de reconstitution, elles sont absolument omniprésentes aujourd'hui dans la médiation en archéologie, dans la médiation en préhistoire. On va en retrouver énormément. Vous voyez, je vous ai mis des couvertures de magazines scientifiques, dans la presse, sur Internet, tout ce qui est aussi muséographie, bien sûr, les films documentaires. Avec parfois une confusion dans les genres. J'ai fait, dans le cadre de ma thèse, une étude de ces magazines. On voit que ces images apparaissent principalement à la fin des années 90, c'est-à-dire que la place des images dans la médiation a vraiment pris une ampleur phénoménale à ce moment-là. Encore plus ensuite dans les années 2000, ce qui est sans doute en rapport avec l'explosion des réseaux sociaux et un besoin en images, en visuel beaucoup plus important que par le passé, où on s'attachait plus à l'écrit. Et donc, voilà, il va y avoir comme ça énormément de reconstitutions. Mais voilà, avec pas toujours de contextualisation, c'est-à-dire que la préhistoire, c'est une période très longue. On parle des plus anciennes dates, autour de 7 millions d'années, avec les débuts des premiers préhumains jusqu'à 10 000 ans. Donc c'est effectivement extrêmement long et ça regroupe extrêmement de périodes et d'individus très différents, et même d'espèces humaines très différentes. Donc quand on parle de premiers hommes, il faut savoir de quoi on parle et pas tout mélanger. Par exemple, sur l'image ici, la couverture d'Archéologia, cette image a été énormément reprise encore et encore.
vous en avez d'ailleurs un autre exemple ici, eh bien, cette image reprend en fait différents individus reconstitués par la même sculptrice, donc Elisabeth Dénès, qui fait donc des sculptures hyper réalistes et qui, sur cette même image, en fait, représente des gens de différentes époques, hein, depuis 7 millions d'années jusqu'à 28 000 ans environ, avec ce qui peut donner l'impression qu'ils sont contemporains, alors qu'évidemment, pas du tout. Dans la muséographie, on va se concentrer un petit peu plus là-dessus, puisque c'est l'endroit où c'est censé être le plus scientifique, le plus avéré. Et en fait, c'est ces images qui sont souvent faites pour la muséographie qui sont ensuite reprises dans tout ce qui est médiation, et notamment la presse. Donc on peut avoir des reconstitutions sous forme de bustes, très souvent sous forme de séries de bustes, comme vous avez ici différents exemples, où on sent que ce sont des visages d'individus précis, donc de crânes précis, qui ont été reconstitués pour figurer finalement l'évolution humaine au fil du temps, les variations dans la morphologie, avec parfois des choix comme en bas à droite des frères Kennis, donc qui sont des artistes néerlandais, qui là pour le musée le Natural History Museum de Londres ont choisi donc une version neutre. Il faut savoir aussi que toutes ces reconstitutions muséographiques sont bien sûr faites par des artistes, mais toujours en collaboration avec les conservateurs de ces musées, les scientifiques. Donc il s'agit toujours d'une collaboration scientifique-artiste. Et en bas à gauche, vous voyez une rencontre, donc à droite, une femme néandertalienne avec un homme Cro-Magnon. Donc c'est une représentation récente de 2019 d'Oscar Nielsen, qui est un artiste suédois, mais qui ici a travaillé pour un musée anglais. Et on voit des choses, avec des nouvelles données, comme par exemple le fait que la couleur de peau des Homo sapiens récents, donc la Cro-Magnon 1, on est à 28 000 ans, avait la couleur de peau sombre, donc un peu avant, ils se sont rencontrés avec les Néandertaliens autour de 40 000 ans. Et vous voyez que même sur des bustes, on a aussi la question du choix de la pilosité, et même parfois, pour certains bustes qui commencent à montrer un petit peu le haut du corps, la partie habillement potentiel ou non. On a parfois des reconstitutions sous forme de diorama, donc des petites scénettes de vie avec des mannequins donc en situation, souvent des familles ou des impressions de famille. Donc ce qui est intéressant, c'est que même sur les reconstitutions anciennes qui nous paraissent aujourd'hui complètement dépassées, il y avait la volonté à l'époque, donc là on est en 1929, de reconstituer d'après des individus précis, d'après des données scientifiques connues à l'époque. Donc là on est sur le site du Moustier, qui est un site de Dordogne, qui a donné son nom donc, à une culture du Paléolithique qu'on appelle le Moustérien, donc associé aux Néandertaliens toujours. Donc ici, à l'exception de cette image, ce sont uniquement des Néandertaliens à nouveau. Donc avec des individus donc précis. Je vous disais, l'homme de la Chapelle au sein à nouveau, hein, c'est le plus reconstitué de loin par rapport à tous les autres. Vous avez l'impression d'avoir vu plein de Néandertaliens, mais en fait c'est toujours d'après le même individu, enfin très souvent. J'en suis à plus de 63 reconstitutions pour cet individu en particulier. Les deux femmes ici sont d'après le même crâne, donc, qui a été trouvé donc, en Espagne à Gibraltar, et l'adolescent ici également sur le site de Gibraltar, donc en Espagne. Vous voyez que aussi il y a une récurrence, c'est que les Néandertaliens sont très souvent montrés en train de tanner de la peau, quelles que soient les époques d'ailleurs, mais pour autant ils sont toujours quasiment nus. Voilà, c'est ce qu'on pourrait peut-être appeler une sorte d'oxymore visuel. Voilà. Donc le travail de la peau est avéré chez les Néandertaliens, mais il y a des persistances d'images anciennes, notamment sur l'homme sauvage, qui était souvent représenté très pileux et nu, qui continue avec l'imaginaire collectif par rapport à l'homme préhistorique en général. Parfois, c'est aussi un choix de « on ne sait pas, donc on va représenter la nudité ». Mais dans le cadre de scènes comme ça de vie, on a plutôt l'impression qu'on donne l'idée que ces personnes vivaient nues, y compris à certains moments qui concernent des périodes glaciaires. L'ensemble des individus ici, donc pour le musée de Krapina, donc en Croatie, en fait regroupe plein d'individus néandertaliens tous, mais de différentes époques, parfois 120 000 ans, parfois qui tient dans les bras un enfant d'il y a 40 000 ans. Mais en même temps, ce sont les vestiges aussi les plus complets qui ont servi à faire ces reconstitutions. Ici, donc, on est au musée de Toutavel. Là, tous les individus sont faits d'après un seul et même crâne, donc Arago 21, qui ont donc un
heidelbergensis, donc un pré-néandertalien d'environ 450 000 ans. Parfois, les mannequins sont présentés non plus sous forme de diorama, mais soit isolés, comme ici au musée de Burgos, par exemple, où on a par espèce un petit peu l'idée de la série des crânes qu'on avait tout à l'heure sur l'évolution humaine, mais cette fois sous forme de corps complet. Dans ce cas-là, ils sont souvent représentés nus, avec un choix arbitraire de tout ce qui est pilosité. D'ailleurs, vous voyez ici que pour l'enfant, il a été représenté absolument sans pilosité, alors que l'homme à côté a une forte pilosité. Ils sont d'époques différentes, d'après des vestiges trouvés sur place. Parfois, on peut se demander si l'habillement est du fait de la pudeur du public, enfin voilà, dans une visée de pudeur du public, mais qui n'est pas forcément liée à des preuves archéologiques sur l'habillement de l'époque. Là, on est l'adolescent du lac Turkana, donc 1,8 million d'années. Ici, vous voyez donc la représentation sous forme de série, un petit peu qui reprend la figure classique d'évolution de l'homme telle qu'on l'a très souvent dans la caricature du chimpanzé à l'homme, qui est une figure aujourd'hui qui est fausse, bien sûr, puisque c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais et on ne va pas du singe actuel à l'homme actuel, on va des pré-singes et des pré-humains qui évidemment évoluent, et c'est plutôt sous forme buissonnante qu'on le représente aujourd'hui. Donc c'est un phénomène absolument mondial, la reconstitution. Aujourd'hui, voilà, dans le cadre de ma thèse, j'ai identifié plus de 130 musées à travers le monde qui présentent ces reconstitutions d'humains paléolithiques. Et actuellement, donc, j'en suis à 1300 reconstitutions pour 143 individus. Alors, ce ne sont pas tous sous forme comme ça de dermoplastie. Parfois, ça peut être simplement des dessins. Mais voilà, d'après des individus donc, précis. Donc, quand je parle d'individus, je parle bien sûr de crânes. Et donc, les plus anciens datent donc de 1875, quasiment les débuts de la préhistoire en tant que science. Alors, le principe de la reconstitution faciale, ou reconstruction, ou restitution, voilà, le sujet du terme a été abordé. Moi, je vais utiliser reconstruction, en tout cas pour cette partie donc faciale. Elle a pour but donc de reconstituer le visage d'un individu d'après son crâne, donc après sa mort. Historiquement, il y a eu toujours deux aspects, soit le côté archéologique, soit le côté de la science forensique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pour l'identification au niveau judiciaire. Il existe aujourd'hui trois types de reconstitution, soit en 2D, simplement sous forme de dessin, soit donc en sculpture ou modelage. On va placer, vous voyez, des petits bâtonnets marqueurs qui ensuite on replace les muscles jusqu'à la peau, donc un état un peu neutre. Et ensuite, on va avoir l'ajout de barbe éventuelle, cheveux, la pigmentation des yeux, de la peau. Et tout à fait dans le même esprit, mais cette fois en 3D, on va avoir la même chose, mais par ordinateur. Et quelqu'un disait hier, c'est pas forcément mieux dans les résultats, et je suis entièrement d'accord. Donc, une chose aussi importante à savoir, c'est que en archéologie, de manière générale, les états des crânes qui vont servir à la reconstitution demandent parfois eux-mêmes un travail de restauration, de reconstitution du crâne qui n'est pas toujours complet. Donc parfois aussi, on va avoir des individus qui vont être reconstitués avec différents crânes de différentes personnes. Donc on peut appeler ça des hybrides. Parce que le but, c'est pas de représenter toujours un individu, mais parfois de représenter l'espèce. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, même si on n'a qu'un seul crâne, par exemple, il peut être lui-même écrasé, fragmentaire. Et donc, il y a une étape déjà de restauration de ce crâne lui-même. Ensuite, on va avoir le positionnement donc, de ces bâtonnets marqueurs, et comme je vous le disais, l'ajout ensuite de muscles, etc. Très souvent aussi, quand les artistes travaillent avec cette forme de modelage, on va avoir ensuite un moule, pour ensuite pouvoir mouler du silicone, ce qui permet à la fois de faire des reconstitutions qui vont être reproductibles dans différents musées, avec un coût qui va être réduit, parce que les coûts sont très importants pour ces reconstitutions. Et puis, l'intérêt, c'est que le silicone, pour ces sculptures hyper réalistes, va avoir le rendu de la peau, et donc voilà, très bien marcher au niveau de la teinte. La dernière étape étant bien sûr l'ajout de tout ce qui est cheveux et poils, et la teinte aussi donc de la couleur de peau, comme on le disait, plus éventuellement d'un vêtement.
D'ailleurs, j'ai lu parfois qu'ils avaient passé tellement de temps à placer chaque poil du corps qu'ils ne voulaient plus habiller les individus pour ne pas cacher finalement leur travail. Au niveau donc, des tout débuts de la méthode, donc on trouve les premières mesures comme ça au niveau des épaisseurs de tissu mou vers 1895. Ça a d'abord été utilisé pour reconstituer donc, Jean-Sébastien Bach. La première reconstitution en préhistoire, donc cette fois pour le néolithique, donc la toute fin de la préhistoire, elle est en 1898. Et donc ces premières mesures étaient faites sur des cadavres, donc en insérant des petites aiguilles, donc sur 24 hommes et 4 femmes. Donc vous voyez qu'il y a aussi une différence en termes de mesures statistiques par rapport aux femmes, en tout cas sur les premières mesures. Et on n'a pas du tout d'enfants. Donc rapidement sur les différentes méthodes, donc vous voyez qu'elles ont évolué depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. En gros, il existe aujourd'hui 3 méthodes, mais globalement, elles sont un peu toutes sur les mêmes procédés. Ce qui a changé, c'est la quantité des mesures et aussi la manière dont on les mesure. Voilà, par exemple, dans les années 50, il y a Gerasimov qui est à la fois anthropologue et sculpteur, qui a fait énormément de recherches. Et là, vous voyez qu'on est passé de 1694 personnes de référence qui ont servi à la reconstitution. Je ne rentre pas dans les détails. Je fais juste une petite parenthèse rapide sur la reconstitution forensique, donc pour la police judiciaire. Je vous disais, le but, c'est de retrouver un individu disparu. Quand j'ai commencé mes recherches, j'étais extrêmement surprise de voir à quel point on arrive à des résultats finalement beaucoup moins artistiquement réussis, on va dire. C'est des choses beaucoup plus basiques pour identifier les personnes, mais ils n'ont pas du tout le même but qu'on va avoir pour la muséographie, par exemple. Récemment, vous voyez ce visage qui a été fait donc, dans le cadre de l'identification potentielle de la sépulture de Montaigne, donc des travaux archéologiques qui ont eu lieu donc, en 2022. Donc, par rapport, donc on va faire rapidement un petit point historique. Donc, voilà, les premières reconstitutions donc, qui se veulent scientifiques, donc on a ces dessins. Feldhofer, c'est le tout premier néandertalien qui a été identifié comme néandertalien. Vous voyez que c'est une calotte crânienne uniquement. Donc on l'appelle Feldhofer parce qu'il a été trouvé dans la vallée de Néander, donc on pourrait dire Néandertal, mais pour le distinguer des autres néandertaliens, on va l'appeler Feldhofer. Donc d'après ce même crâne, donc vous voyez déjà une première différence entre un premier buste présenté, donc on voit bien déjà que le crâne lui-même est partiel et qu'ensuite il y a évidemment une part d'interprétation qui est déjà très grande dès les débuts de la préhistoire. Ici, une des premières reconstitutions de Cro-Magnon 1. Ensuite, dans les années entre 1900 et 1920, eh bien, ça continue d'augmenter. Enfin, voilà, très gentiment, à l'époque, ça commence vraiment à se faire de plus en plus. On a comme ça des visages. Donc ici, Lakina 5, donc, qui est une femme néandertalienne. Donc on a, vous voyez, l'étape neutre. Souvent, d'ailleurs, les étapes sont figurées, ce qui est intéressant aussi en termes d'archives et aussi pour voir voilà, la méthode. Et moi, ce que je cherche à voir aussi dans ma thèse, c'est de quoi, quand on peut avoir les explications de ceux qui ont fait l'étude, que ce soit le sculpteur ou le chercheur, sur quoi ils se sont basés. Là, par exemple, ici, ils ont dit qu'ils étaient basés sur une mâchoire de chimpanzé. Donc ça dit bien aussi comment on imagine les Néandertaliens à l'époque. On cherche un peu le chaînon manquant. Alors qu'aujourd'hui, comme on a des individus beaucoup plus anciens qui ont été retrouvés, par exemple Lucie, par exemple, à 3,5 millions d'années, donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps. Donc pour nous, les chaînons manquants entre le singe et l'homme, ils sont beaucoup plus anciens que les Néandertaliens qui sont proches de nous, à autour de 60 000 ans. Voilà, d'autres reconstitutions. Parfois, vous voyez, on retrouve cette figure du demi-crâne dès 1915, qui est une figure empruntée à l'anatomie. Voilà d'autres présentations. Parfois, on peut retrouver sur des photos anciennes, on retrouve les méthodes. Donc, on voit qu'ils sont déjà travaillés avec ces petits bâtonnets marqueurs dès les années 30 et même donc avant. Des fois, il y a le choix de montrer même l'écorché du visage pour essayer d'avoir la version la plus neutre possible. Donc, je vous disais, dans les années 30, 40 plutôt, et surtout après 50, 60 et jusqu'aux années 80, donc Gerasimov, c'était quelqu'un vraiment très important.
On voit qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans les artistes qui font de la reconstitution, et ça quasiment dès les débuts, dès 1900. Les deux ont toujours été présents. Donc aujourd'hui, là je vous ai mis vraiment les 3 plus importants, enfin 4, puisque les frères Kennis donc, sont 2 jumeaux qui travaillent ensemble. Donc John Gurch ici, Elisabeth Dennis donc, qui est française, et donc les frères Kennis. À eux 3, ils ont vraiment plus de 70% de toutes les reconstitutions qui sont réalisées, et Elisabeth et Dennis est loin devant. John Gurch va travailler exclusivement pour les musées américains. Donc, quasiment aucun n'a publié ces méthodes, mais on peut retrouver très souvent les photographies de leurs différentes étapes. Donc, on voit qu'ils travaillent en modelage avec des bâtonnets marqueurs, donc d'après ces repères qui ont été identifiés, entre autres, pour la police scientifique. Voilà, alors le problème, c'est que quand on regarde le résultat de 3 artistes donc, qui travaillent avec des scientifiques, d'après un même crâne, alors, je pense que vous en rendez compte vous-même, ça ne se ressemble pas. Alors moi, ça a été mon premier choc, on va dire, au début de la thèse. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais juste, c'était à ce moment-là une partie de ma thèse seulement, et de collecter les images qui avaient été faites pour certains individus. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable à quel point il y a des variations. Donc, est-ce que ça vient de la méthode? Est-ce que ça vient des artistes? Ou est-ce que il y a effectivement une grande part d'interprétation dans ces reconstitutions faciales? Alors, pour en savoir un peu plus, j'ai collecté donc, autant que possible les étapes neutres, on va dire, avant ajout de la pilosité. Et donc, vous pouvez voir que, d'après un même crâne, donc là, on est voyé sur différentes époques, depuis les plus anciennes reconstitutions jusqu'à la 3D, on a quand même un petit peu plus, davantage de ressemblance. Alors que le résultat final, entre les couleurs de peau, le maquillage éventuel, la barbe, oui, non, l'expression du visage, là, pour le coup, ça n'a vraiment plus rien à voir. Donc c'est, je pense, cette étape-là qui est peut-être la plus scientifique, et cette étape-là qui est la plus artistique, interprétative. Un autre exemple, ici on est sur donc, un crâne assez complet, mais très ancien, vous voyez, on est à 1,77 million d'années, donc à Dmanisi en Géorgie. Donc pareil, quand j'arrive à retrouver les étapes préalables, il y a une certaine ressemblance. Par contre, sur les résultats définitifs, c'est là où on voit les grandes variabilités. Encore plus, j'allais dire, sur les espèces anciennes, parce qu'il y a toujours cette question de, à partir de quand, finalement, sur cette longue échelle de temps, les gens quittent l'état de pré-singe pour devenir des pré-humains, ce qui est une question extrêmement difficile sur les périodes les plus anciennes. Dans ce que j'ai pu collecter également, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir parfois pour une même paléoartiste ou un même paléoartiste, donc ici Elisabeth Dennis qui a reconstitué donc l'Apherasie 1, donc un néandertalien, 2 fois, enfin elle l'a fait plusieurs fois, mais disons que là je vous ai mis vraiment 2 extrêmes. On voit quelque chose en 1998 là, qui est présenté encore actuellement au Musée national de préhistoire des Hésies, donc en Dordogne. Vous voyez qu'un néandertalien assez bestialisé finalement, en train de manger un morceau de viande crue alors qu'ils connaissent le feu depuis bien longtemps. Et quelque chose d'ici beaucoup plus sympathique. Pas forcément plus chaudement habillé, mais en tout cas un petit peu plus sympathique. Il faut dire qu'en 2010, on a su qu'on avait entre 2 et 3% de gènes de néandertaliens dans notre génome pour les Européens et les Asiatiques, et ça a changé aussi notre regard sur cette époque. Et parfois, on va avoir aussi des études. Donc, par exemple, ici, pour cet adolescent, il a été rajeuni. Donc, elle l'a présenté plus enfantin, parce que les études ont montré qu'il avait plutôt 8 ans que 13, on va dire, pour simplifier. Alors, parfois, on a des reconstitutions avec quasiment rien. Donc, alors là, je vous ai mis un exemple, par exemple, de mâchoire, et vous voyez que ça donne, cette magnifique petite fille. Donc une mandibule de Sklein, donc c'est en Belgique, un enfant néandertalien, parfois l'enfant complet. Enfin, c'est un exemple parmi beaucoup. Je vous disais, parfois on a aussi ces hybrides. Parfois, le summum, c'est donc un petit fragment de doigt, donc un petit fragment de phalange, dont on a extrait de l'ADN. Et alors aujourd'hui, ça n'existe pas encore, où on met l'ADN dans une machine et ça vous dit, voilà la forme du nez, des yeux, des oreilles. Non, on peut avoir la couleur de peau, des cheveux et des yeux dans le meilleur des cas.
et encore, quand c'est des espèces dont on a des collections de comparaison, c'est-à-dire des humains actuels, mais pour les humains du passé qui n'ont pas tout à fait le même génome, c'est beaucoup plus compliqué à dire. Mais donc voilà, donc on nous vend des reconstitutions comme si elles étaient absolument fiables, alors que parfois, c'est vraiment la part d'imaginaire est extrêmement grande. On a aussi la question de la reconstitution des corps. Donc, par exemple, ici, vous avez différentes versions de Lucie, donc la fameuse Lucie, 3,5 millions d'années. Donc, on le disait, avec un squelette qui est à la fois complet et assez fragmentaire. Donc, surtout, le crâne lui-même est assez complet. Mais vous voyez qu'au niveau des pilosités, par exemple, ça peut être très variable. Donc, le côté simiesque ou humanisé, je vous disais, très différent. Chez les Néandertaliens, on a une grande variabilité dans l'habillement. Parfois, ils sont présentés entièrement nus, parfois en pagne, qui est la grosse majorité, ou parfois avec des vêtements plus chauds, ce qui devrait, à mon avis, un peu plus se généraliser. Donc, pour finir, on peut conclure que, en quoi elle est discutable finalement cette reconstitution. On peut se demander si les mesures faites sur des Homo sapiens modernes peuvent être reportées sur des espèces fossiles. Il faut garder en tête que certaines parties du visage, comme le nez, les oreilles, les lèvres, sont toujours hypothétiques, même si certaines méthodes ont proposé des solutions. La couleur de peau, des cheveux, des yeux n'est pas toujours connue, sauf quand on a de l'ADN. Donc l'ADN, on a environ 25 individus pour le paléolithique récent et 4 individus pour les Néandertaliens qui ont donné des informations sur cette question-là. La pilosité est toujours hypothétique, de même que la quantité de graisse de l'individu. L'âge et le sexe ne sont pas toujours connus avec précision. La barbe et la coiffure influencent beaucoup le résultat. Il faut garder en tête que ces sculptures ont pour but de véhiculer des idées de leurs auteurs et que ça peut fausser le résultat. Aujourd'hui, par exemple, on est dans une humanisation des Néandertaliens, alors qu'autrefois, on avait plutôt l'accentuation d'aspects simiesques. Et donc, garder en tête aussi que parfois, ces visages sont des hybrides entre différents individus. En conclusion, on peut dire que ces reconstitutions sont très intéressantes et utiles pour la médiation scientifique. C'est plus intéressant de voir des reconstitutions que des séries de cailloux, par exemple, pour le grand public. Mais elles devraient être, à mon avis, mieux mises en perspective, présenter la part du doute, en tout cas réfléchir à comment la muséographie ou le cinéma ou autre, ou les images peuvent présenter cette part de doute. Autant que possible, présenter les états au plus neutres, qui sont sans doute les plus justes. Et voilà, et se rappeler que il y a toujours une part hypothétique et que le vêtement et le choix de la nudité devraient vraiment être beaucoup plus souvent questionnés en intégrant toujours les résultats les plus récents. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pauline. Et je vous invite maintenant à écouter Gaëlle Diaz Ambelakiotis, doctorante en 2e année de thèse à l'Université Paris 1, rattachée au laboratoire Archéologie des patrimoines et des musées des Amériques. Sous la direction de Stephen Rostin, elle mène des recherches sur les parures en Amazonie ancienne. Gaëlle est formée en patrimoine et musée et a acquis une solide expérience dans la documentation des collections à travers plusieurs stages dans des musées. Pendant ses recherches, elle a réalisé des études sur des collections de plumes et de parures corporelles d'Amazonie dispersées dans des musées au Brésil, en Italie, en Suisse, en Belgique et au Danemark. Merci. Pardon, on a dû changer de place pour des questions logistiques. Et donc, merci de me donner l'opportunité de présenter mes travaux de recherche qui sont donc en cours. Je suis en 2e année de thèse. Et donc, je vous propose aujourd'hui de rentrer dans mon sujet de recherche doctorale où j'étudie les parures corporelles et les formes d'ornementation du corps en Amazonie ancienne. Donc là, je suis en plein traitement des données et je finis mes collectes de données encore. Donc, je vais surtout vous présenter une étape de travail, en fait. Et donc, commençons par une contextualisation. Qu'est-ce que c'est que l'Amazonie ? On en entend tous parler dans les médias, notamment quand on aborde les questions climatiques. On parle du poumon vert de la planète, mais qu'est-ce qu'elle représente concrètement ? Eh bien, l'Amazonie, elle est partagée entre 9 pays. Vous les avez là, on a la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Venezuela, le Guyana, le Suriname, la Guyane française et bien sûr le Brésil. Alors, elle représente environ 7 millions de kilomètres carrés
et on y retrouve 15% des espèces végétales et animales du monde, avec environ 40 000 espèces de plantes et 1,3 million d'espèces d'animaux. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? C'est pour comprendre la magnitude, en fait, ce gigantisme que représente l'Amazonie. Et face à ce caractère colossal, il est très très difficile d'établir des frontières. Et il faut savoir que les populations autochtones qui vivaient et qui vivent encore en Amazonie, eh bien, ils ont appris à s'adapter à la forêt, à la domestiquer tout en la préservant. Et on est très très loin de l'idée très réductrice d'une forêt vierge. Donc pour ma part, je me concentre sur la partie brésilienne. Donc je vous parlerai ici aujourd'hui que du Brésil. Et donc, outre cette richesse environnementale, l'Amazonie, c'est aussi le berceau d'une diversité culturelle avec des pratiques qui sont ancrées depuis des millénaires. Et une des caractéristiques des populations amazoniennes, eh bien, c'est, de tout le Brésil d'ailleurs, c'est le développement de pratiques parfois très complexes d'ornementation corporelle. Quand on parle d'ornementation corporelle amazonienne, on parle d'un langage visuel. Alors, ce sont les peintures corporelles, les ornements de toutes sortes, en plumes, en bois, en coquillages, en pierre. Quand ils sont associés entre eux, eh bien, ils reflètent une ontologie, une série de croyances et de façons de percevoir le monde, mais aussi de se percevoir soi-même en tant qu'individu, mais également comme appartenant à un groupe social et culturel. Ces parures, elles forment une partie essentielle de la vie et de la perception du monde et des êtres par les Amazoniens, et on verra que leur utilisation, eh bien, elle ne s'arrête pas avec la mort. Dès les débuts de la période coloniale, donc à partir des années 1500, au Brésil, on entend beaucoup parler des formes d'ornementation du corps quand on lit les récits des missionnaires et des voyageurs européens. À partir de ce texte va se créer très rapidement en Europe un imaginaire discriminant du sauvage et on va rapporter énormément d'objets qui finiront dans les cabinets de curiosité, dans les cabinets des rois, qui se transformeront ensuite dans les collections des musées. Alors, je vous ai mis là sur la diapositive quelques exemples de ces parures. Vous avez ces parures de plumes qui sont les plus abondantes dans les musées. Vous avez en haut deux parures qui sont au Musée national du Danemark. Vous avez une parure Kashuyan et une parure Mondoruku. Et en grand, vous avez un manteau de plumes Tupinamba qui est conservé à Milan. Et donc, en parallèle, sur place, donc au Brésil, les parures et les formes d'ornementation du corps, elles vont faire l'objet de plusieurs tentatives violentes de suppression. L'interdiction du port des parures, eh bien, il va faire partie de toute une série de stratégies utilisées pendant les catéchisations pour effacer les cultures locales et les convertir au christianisme et aux mœurs occidentaux. Et c'est dans ce contexte que les parures corporelles, elles sont interdites, elles sont brûlées, elles sont remplacées par des vêtements composés uniquement de tissus de couleur blanche. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parallèle de cette diffusion du sauvage, entre grands guillemets, eh bien, on a aussi la diffusion de l'image du sauvage qui a été civilisé, à nouveau entre grands guillemets. Et l'exemple le plus parlant que j'ai à vous montrer, ce sont les peintures d'Albert Eckhout, où il peint les populations du Brésil dans les années 1600 pendant sa mission au Brésil. Donc vous voyez là, d'un côté, vous avez une femme totalement nue avec un panier avec des restes humains à l'intérieur qui fait allusion au cannibalisme de ces populations. Et ensuite, vous avez la représentation d'une femme avec une toge blanche, enfin un peu à la grecque. Et alors, malgré ces différentes tentatives de suppression, c'est important de noter que la pratique de l'ornementation du corps, elle survit encore de nos jours à travers les populations actuelles. Alors, comment est-ce qu'on va reconstituer un langage corporel d'avant cette invasion ? Et comment on peut établir aussi dans quelle mesure ce langage ancien, il se reflète dans le monde contemporain ? Quand on parle de reconstitution, on pense instinctivement à des reconstitutions physiques, tangibles, peut-être des espaces où on peut circuler, des objets qu'on peut toucher, des odeurs qu'on peut recréer. Mais comment est-ce qu'on va reconstituer des peintures corporelles qui, par définition, sont éphémères et dont les corps n'existent plus ? Alors, on voit au fil des années plusieurs tentatives de recensement des pratiques d'ornementation du corps, principalement au travers de l'ethnographie et l'ethnologie. Avec les travaux de Berta Ribeiro, une anthropologue brésilienne, de Lux Vidal, de Lévi-Strauss, entre autres. Je vous ai mis des exemples des études de Lévi-Strauss et de Lux Vidal.
Donc on parle de plumes, de peintures corporelles, de tout type de parures en pierre, en bois, en os. Mais quand on s'intéresse à la période ancienne, donc la période précoloniale, on est confronté à certaines problématiques, notamment le fait que le sol amazonien il ne permet pas la conservation de matériaux organiques parce que c'est un sol très acide. Et il s'avère qu'une majorité des éléments de parure, eh bien, ils sont fabriqués à partir de matériaux organiques. Et face à cela, comment est-ce qu'on va faire part de toute cette diversité qu'on retrouve en ethnologie pour les périodes anciennes ? Donc il faut noter que c'est une thématique sur laquelle ont travaillé déjà certains archéologues, notamment l'archéologue brésilienne Cristiana Barreto, qui travaille sur les iconographies amazoniennes et dont les travaux représentent vraiment une base pour mes recherches. Alors comment on va appréhender donc les dynamiques d'ornementation corporelle en archéologie ? Ma thèse, elle s'inscrit dans une chronologie qui débute à peu près en 500 de notre ère jusqu'à la période coloniale, donc les années 1500. Et mon matériel d'étude, il regroupe 4 cultures archéologiques que je vous ai mis là. On a dans l'état de l'Amapá, vous voyez ma souris, dans l'état de l'Amapá, on a la culture Aristay et la culture Maraca. Ici, c'est une île qu'on appelle l'île du Marajó, on a la culture Marajoara, et un petit peu plus en bas, autour de la ville de Santarém, on a la culture éponyme Santarém. Donc, pour pallier à cette absence de parures archéologiques, de parures organiques, en contexte archéologique, eh bien moi je travaille sur les figurations des parures corporelles à travers des pièces anthropomorphes. Je m'explique, dans le bas Amazone, on peut parler d'un phénomène généralisé qui est celui de production céramique anthropomorphe, donc en forme humaine, et dotée d'iconographie et de constructions iconographiques parfois très complexes. Ces pièces, ce sont des figurines, ce sont des vases, ce sont des urnes anthropomorphes sur lesquelles on peut identifier plusieurs types de parures corporelles. On a des écarteurs d'oreilles, on a des labrets qu'on appelle tembetas, on a des bracelets de cheville, plusieurs types de parures de tête, souvent en forme de bandeau. On a des coiffures, certains types de modifications corporelles. Vous pouvez voir sur l'image, on a parfois des chevilles gonflées ou bien les espaces laissés sur les oreilles par les écarteurs. Et on a bien sûr différents types de peintures. Alors, est-ce qu'on peut parler de peinture corporelle sur ces pièces ? Il faut noter que ces pièces, elles restent bien sûr des figurations et on ne peut pas affirmer que ce sont des reproductions exactes de ce qu'était la réalité de chaque individu. Cependant, on s'aperçoit tout de même qu'il y a des véritables modèles iconographiques qui se répètent, avec une récurrence des mêmes types de motifs, des mêmes types de parures, ce qui peut nous mener à penser qu'elles reflètent du moins une partie de la réalité, peut-être pour une catégorie de la population, à des moments spécifiques de la vie d'un individu. D'autant plus quand on regarde en ethnologie la densité des motifs de peinture corporelle qui peuvent être réalisés, eh bien, il semble tout à fait envisageable que ces peintures archéologiques, ce soient des peintures corporelles. Donc là, je vous ai montré surtout des exemples de statuettes, mais je travaille également sur des urnes funéraires. Et donc, ces urnes funéraires, ce sont des céramiques anthropomorphes qui sont destinées à accueillir des corps. Et donc, ça leur donne encore une autre dimension que les statuettes, puisque ce sont des restes humains qui sont à l'intérieur. Je vais vous présenter les différents types d'urnes funéraires que je retrouve dans mon corpus. On a les urnes de la culture Marajoara, qui sont, vous le voyez bien, ce sont des constructions très denses, des constructions iconographiques très denses, où chaque placement est réfléchi pour former un tout qui soit homogène et fluide en même temps. Tous les éléments ils sont connectés, et sur ces représentations, on retrouve des parures, notamment des écarteurs d'oreilles, à nouveau des labrets, des boucles d'oreilles, peut-être même une boucle d'oreille en plume. Et pour un peu de contexte par rapport à ces pièces, eh bien, ces urnes, elles sont retrouvées dans des monticules avec plusieurs ossements à l'intérieur, et donc ce sont des inhumations secondaires. On a ensuite des urnes de la culture Maraca qui sont assez différentes des précédentes. Celles-ci, elles sont retrouvées en surface, dans des grottes, dans la région du fleuve Maraca. Et ce qui caractérise ces urnes, c'est que contrairement à celles que je viens de vous montrer, eh bien, on ne retrouve qu'un seul corps à l'intérieur. Et les corps correspondent en taille et en sexe biologique à l'individu qui est représenté. Les corps, ils sont tous standardisés, mais aucune urne n'est identique à l'autre.
Elles ont toutes des tailles différentes, des emplacements de parures différents et des peintures différentes. Et tous ces éléments, donc, ils nous font bien penser que ces urnes représentent les personnes qui sont à l'intérieur. Et c'est un exemple intéressant puisqu'il démontre ce que je vous disais auparavant par rapport aux parures, où les parures sont un moyen de représenter des identités qui sont collectives. On le voit là par la standardisation des corps et par les mêmes types de parures et de peintures, mais donc avec un langage visuel qui est collectif. Mais on a aussi l'individualité de chacun qui est montrée ici par le fait qu'aucune urne n'est identique à l'autre et que les seuls éléments qui vont distinguer les individus, ce sont d'abord la taille de l'urne et les différents types de parures qui sont portées et leur emplacement. On a aussi des enfants. Donc, pour le dernier type d'urne funéraire, on a les urnes de la culture Alistay qui, pareil, elles sont moins nombreuses dans mon corpus, mais vous le voyez bien, ce sont encore des constructions iconographiques très très riches, avec un accent là plutôt sur les peintures. Au-delà de toutes ces figurations, on retrouve bien sûr des parures à proprement parler archéologiques, où on a exactement les mêmes que celles qu'on retrouve sur les figurations. Ce sont des écarteurs d'oreilles, vous en avez, où est la souris ? Vous en avez ici au milieu, des labrets, vous avez un exemple ici, un autre plus petit. On a différents types de perles avec des tailles et des formes différentes. On a différents ornements perforés, notamment un grand nombre de mouirakitins, ce sont ces petites grenouilles ici, mais je reviendrai dessus très prochainement. Donc voilà. En regroupant toutes ces cultures archéologiques, ce que je fais moi dans ma thèse, c'est une étude comparative des différentes iconographies qui sont retrouvées sur les pièces et des parures corporelles archéologiques. Alors cette étude croisée, elle va me permettre à terme de construire ce qu'on peut appeler un répertoire iconographique qui soit commun aux 4 cultures, de voir les ressemblances mais aussi les différences entre les différents corps figurés. Et l'idée, c'est vraiment d'établir un panorama de la pratique de l'ornementation corporelle dans la région du Bas-Amazone, à partir de l'étude d'un matériel provenant de cultures qui ont été séparées entre elles par la nomenclature et par les typologies. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut retrouver quand on les sort un petit peu de leur case, en prenant en compte le fait que les cultures et les identités amazoniennes, eh bien, elles sont fluides, elles sont mobiles, elles sont en transformation constante. Donc, comme je vous le disais au début, il n'y a pas de frontières en Amazonie. Donc, que peut-on tirer d'une étude croisée de ce matériel et que peut-elle nous dire aussi sur la circulation des modèles iconographiques et des manières d'orner son corps dans le Bas-Amazone ? Est-ce qu'on peut établir des transmissions, des répétitions d'éléments d'une culture à l'autre ? En somme, il s'agit d'étudier les différents modèles qui sont propres à chacune, tout en regardant si on peut établir des liens, des similitudes, pour déterminer dans quelle mesure les échanges culturels ils se manifestent à travers la pratique de l'ornementation du corps. Pour vous donner un exemple plus concret de comment on peut faire le lien entre les figurations et les parures, je vais vous donner l'exemple du muirakitin, cette petite parure sous forme de grenouille. On va la définir ici comme un ornement perforé, parfois à double perforation latérale, parfois avec une unique perforation qui peut être latérale ou frontale. Ils peuvent représenter des animaux comme des poissons ou des oiseaux, mais ils représentent majoritairement des batraciens, donc des grenouilles. Ils sont fabriqués à partir de différents types de roches. On en retrouve en quartz, en trémolite, en néphrite, en jadéite, en varicite, en hématite et parfois en céramique. Et la question se pose quant à leur utilisation. Pendant longtemps, on a considéré qu'en fait, ils se portaient sous forme de collier, un pendentif qu'on porte autour du cou. Alors ça, c'est pas nécessairement faux, mais c'est pas non plus exclusivement vrai, puisque les différentes formes, les tailles et les types de perforation des pièces qu'on retrouve, ils montrent qu'ils pouvaient être portés de différentes façons, de manière isolée ou bien en enfilade, à la suite les uns des autres. Et une des façons de répondre à cette question sur leur utilisation, on peut la retrouver dans mes céramiques anthropomorphes, où on retrouve sur plusieurs représentations des représentations de ces petites parures, non pas autour du cou, mais autour de la tête, comme je vous ai mis l'exemple, celui-ci, sous forme en enfilade sur un bandeau frontal. Et donc c'est un exemple de comment les figurations anthropomorphes, elles peuvent aider à l'interprétation des parures archéologiques.
Alors, parmi les différentes sources aussi pour mon travail, c'est important de citer l'ethnohistoire et l'ethnologie. L'ethnohistoire, parce que les récits des voyageurs, aussi biaisés qu'ils soient, eh bien, ils fournissent tout de même des informations. Ces informations, elles peuvent être textuelles, comme on a par exemple le livre de Hans Staden sur les Tupinambas, qui, donc, certes, il y a beaucoup de textes, mais il est aussi accompagné d'images, ou bien visuelles, avec des dessins qui représentent les individus vraiment qu'ils croisent. Là, je vous ai mis un exemple de Spix et Marcius. Et on a aussi tout l'aspect plutôt théorique de l'ethnologie, qui n'est pas à négliger, puisque regardez du côté de ce qui est fait en ethnologie, notamment par des anthropologues comme Eduard Vives de Castro sur le perspectivisme amérindien, je vous en ai mis la définition sur la diapositive, eh bien, ça va nous ouvrir les horizons de thématiques comme les systèmes ontologiques, le chamanisme et ses formes rituelles. Et donc, on a tout à gagner à utiliser ce panel de théories qui sont assez générales et tout leur potentiel interprétatif pour un corpus archéologique. Également, que peuvent nous dire les observations ethnographiques sur la continuité et le maintien de certains modèles visuels face aux siècles de colonisation et de tentatives d'effacement des cultures et des modes de vie. Vous l'aurez compris, donc, mon travail, il découle principalement de l'archéologie, mais il puise bien sûr dans d'autres disciplines. On a l'histoire de l'art pour l'analyse des iconographies, des motifs anciens et récents. On a l'ethnohistoire, l'ethnologie, mais aussi la muséologie, parce que toutes ces pièces, elles sont conservées dans des musées, et ça ouvre encore à d'autres problématiques que je n'ai pas mentionnées ici, mais qui sont là. Et c'est une recherche donc qui s'inscrit aussi, et ça je tiens vraiment à le préciser, dans un contexte contemporain qui voit une réappropriation très importante des parures traditionnelles par les populations autochtones comme un signe d'existence en fait, et d'affirmation d'existence et d'appartenance au territoire. Et donc, ne serait-il donc pas essentiel de pallier à un manque évident d'intérêt, de connaissance et de valorisation, surtout des parures corporelles anciennes et de tous leurs enjeux. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Gaëlle, pour cette passionnante présentation. Nous allons à présent voir et écouter le travail d'une artiste franco-marocaine, j'ai nommé donc Inès Abergel, titulaire d'une double licence en psychologie et arts appliqués, d'un master en philosophie et esthétique et d'un diplôme de l'Académie des Beaux-Arts de Venise. Alors, le travail d'Inès s'intéresse notamment aux perceptions sensorielles et à la corporalité, ainsi qu'à l'incarnation, l'intégrité, l'identité de soi et des autres. Inès a participé à de nombreuses expositions au Maroc, en Asie, à Paris et à Venise. Elle est par ailleurs la lauréate 2024 de l'Arte Laguna Prize, décernée par l'association MoCA de Venise pour l'art contemporain. Vous pouvez aussi actuellement admirer l'une de ses œuvres, L'épaisseur du temps, exposée dans la Rotonde. C'était déjà le cas hier et elle l'est encore aujourd'hui. Cette présentation débutera par sa performance, Lane la source, et nous écouterons ensuite Inès qui va nous présenter ce travail plus en détail. Alors pour entamer cette fouille archéologique de l'Aide, j'aimerais tout d'abord vous présenter cette vidéo performance qui est un travail que j'ai réalisé en collaboration avec la réalisatrice Leila Macaire et l'auteur-compositeur Guylain Delanoux. Donc ce travail, c'est le résultat d'une impulsion qui a été engendrée par la nécessité de retrouver le passé en vue de le transformer, parce qu'il y avait comme une espèce de nostalgie dont le propre est que le passé s'étire dans le présent au détriment d'un futur qui se rétrécit et donc qui rendait impossible le jaillissement du présent. Et après avoir réalisé ce travail, je me suis rendu compte que finalement, retrouver ce passé, c'était qu'un moyen pour retrouver le présent. Donc là, je fais un petit pas de côté par rapport à la thématique du congrès, mais en réalité, pas vraiment, parce que ce qu'il y a en commun, c'est vraiment le processus de transformation, parce que lorsqu'on plonge dans le passé et qu'on en revient, tous les éléments qu'on restitue, ils vont forcément se transformer. Et donc là, on a la possibilité de laisser place à autre chose, et notamment ce présent, et plus profondément à l'existant.
Et donc cette spatio-temporalité, c'est comme une espèce de poche dans laquelle on va pouvoir réactualiser l'identité. Et c'est à cet endroit-là que j'effectue une espèce de quête, ou même plutôt conquête, dans des espaces qui sont tant psychiques, imaginaires que territoriaux. Et donc, ce travail de vidéo-performance illustre plutôt bien la thématique, donc on peut la visionner ensemble.
à partir de ce visionnage, j'aimerais aborder 3 grands points. Donc la couche superficielle de ce travail, comme la membrane extérieure de ce projet, la notion du corps performatif que j'appréhende comme un vaisseau, comme un outil d'exploration, et la question du temps qui est au centre de ce congrès et au centre de cette recherche. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une action qui implique un engagement du corps qui est total et qui donne à voir, donc, non pas un rituel qui de fait revêtirait une dimension sociale et normée, mais plutôt un contre-rituel qui explore l'espace de la performance, où c'est un endroit en fait de libre arbitre, parce que le corps et l'esprit sont complètement libres. Et donc, au gré de la performance, il y a ce corps qui est mouvant, qui essaie de s'affranchir de tout référent socio-culturel pour revenir à un état primaire, pour revenir à la source. C'est d'ailleurs ce que le titre « Layn » en arabe signifie, la source de laquelle toute chose procède. Et donc, à l'instar d'une démarche archéologique, si on procède par dépouillement progressif pour atteindre le noyau de l'identité, j'aimerais tout d'abord géolocaliser ce projet. Donc, il a été tourné au Maroc, donc pays où je vis depuis quelques années. Et je tenais aussi à préciser que s'il y a certains éléments qui sont empreints de la culture marocaine, je n'ai pas nécessairement essayé de les reconstituer ou de les reproduire. Je dirais plutôt qu'ils ont infusé en moi, et c'est au moment de l'acte de création qu'ils se sont exprimés d'eux-mêmes. Donc concrètement, ça passe à travers tous les mouvements, notamment les mouvements de tête, qui peuvent s'apparenter à des danses rituelles endémiques. Ça passe aussi à travers la musique. Donc là, la musique, c'est des sonorités électroniques qui sont mêlées à des sons instrumentaux traditionnels, notamment des percussions. Et donc finalement, je pense que pour reconstituer, ou même plutôt, disons, constituer l'identité, il peut être nécessaire de se rapprocher des espaces où nos racines puisent. Et d'ailleurs, Hölderlin disait qu'il faut faire un détour par la culture pour accéder au sol natal. Et par sol natal, il entendait non pas un territoire, mais un sol ontologique, c'est-à-dire le sol de l'être. Et donc la question de l'identité, pour moi, elle est beaucoup plus vaste et plus complexe qu'une appartenance à un territoire, à une culture ou même à un genre. Et récemment, j'ai une amie artiste, Delphine Valli, qui m'a donné beaucoup de matière à penser lorsqu'elle m'a écrit, je vais la citer parce que c'était très beau ce qu'elle a dit. Elle disait « On ne sait pas ce qu'est cette existence, on croit que l'on est dans un corps, mais si ce corps n'était que l'organe sensoriel qui nous permettait d'expérimenter toute chose et que l'on ne s'y limitait aucunement. Vouloir adhérer exclusivement au corps, à l'identité, quand cela ne représente qu'une infime partie de ce que nous sommes et que nous ignorons. C'est une chance, je crois, que de vivre le déracinement, car cela ouvre à des espaces inconnus, où l'on ne se prend plus pour soi-même. On le vit parfois comme une souffrance, parce que l'on croit que la norme est de coïncider avec son identité, mais c'est une norme de sédentaire. » Et je trouvais ça assez juste, parce que finalement, on est des êtres mouvants, en perpétuelle construction, reconstruction, et souvent, on a tendance à limiter notre existence, donc soit à notre origine culturelle, mais aussi à notre enveloppe corporelle. On attribue même le siège de la conscience au cerveau. Et finalement, l'identité, elle se limite ni à des frontières territoriales, ni à des frontières corporelles. Et d'ailleurs, dans la philosophie indienne védantique, le rapport de la conscience personnelle à la conscience suprapersonnelle, il est associé au rapport de la vague à l'océan. Il est dit que l'âme individuelle est à l'âme universelle ce que la vague est à l'océan. C'est-à-dire que à ce moment-là, on conçoit il y a une frontière qui s'amoindrit entre le dedans et le dehors, et qu'on peut faire corps avec l'univers. Et donc ce sentiment océanique qui est décrit dans cette philosophie, il nous ouvre vraiment en dehors, et c'est ce qu'on peut notamment expérimenter à travers la création. Et c'est un moment où donc on peut abolir cette frontière entre la substance et la forme. Et donc maintenant, je voulais dire quelques mots à propos de ce corps que j'utilise en fait comme un moyen d'exploration.
Donc cette manière dont le corps réel et métaphysique est engagé dans ce travail, c'est vraiment comme un espèce d'organe très sensoriel qui nous permet qui moi en tout cas me permet d'expérimenter toutes ces questions autour de l'identité. Donc c'est comme un corps en fait agissant qui précède la conscience, qui est comme un réceptacle qui se saisit du réel et qui va nous permettre de retrouver la source de l'intuition et le foyer de sensation dans lequel on baigne à la naissance. Et qui nous permet de déceler ce qui n'est pas accessible par la conscience. Et d'ailleurs, il y a ce moment dans la vidéo où le corps est en position horizontale, il est arqué, il y a une hypertension, une accumulation de sensations qui sont stockées au plus profond de la chair. Et il y a ce moment où le corps finit par s'abandonner totalement. Et à ce moment-là, donc, on désengramme, on évacue tous les stigmates qui sont enregistrés. Et ce dynamisme, il dépasse une certaine limite physique. Et c'est ce moment-là dont je parlais, où la frontière entre le dedans et le dehors s'amoindrit. Le corps, il est en prise avec le monde. Et c'est cette qualité de corps qui permet donc de s'unir avec l'extérieur. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on parle de ce retour à soi, de retrouver le centre de soi. Et donc, ça passe par cette recherche en fait de l'extérieur. Et finalement, je pense que cette dialectique du dedans et du dehors, elle est vraiment centrale dans tout acte de création, parce que qu'est-ce que l'acte de création si ce n'est intérioriser l'extérieur et extérioriser l'intérieur? On est constamment traversé et exposé à des informations qu'on stocke à l'intérieur de nous, dans un lieu de gestation. Et ces informations, elles sont marquées par le sceau de notre intériorité. Et quand elles arrivent à maturation, c'est là généralement que se déclenche l'acte de création et que se manifeste l'œuvre d'art. Et donc pour finir, j'aimerais brièvement parler de la question du temps qui est fondamentale dans ce questionnement sur l'identité. Donc lorsque le corps il se meut, il est en prise avec le monde, il est pris dans le tissu du monde. Et donc on se met comme au niveau des choses, on met en sourdine l'existant et à ce moment-là, on s'émancipe de l'histoire, on s'affranchit de notre histoire autobiographique et là, l'expression de l'être intime peut jaillir. On n'est plus dans l'instant antérieur, dans le spectre antérieur, mais ni dans des projections, ni dans la somme de nos expériences, mais vraiment dans l'être là, dans la présence des choses. Donc on est vraiment dans le Dasein heideggerien qu'on pourrait rapidement, un peu maladroitement, définir comme l'être là, l'être présent. Donc je le cite parce que c'est une référence qui est assez importante dans mes recherches. Et donc c'est un moment de présence où c'est comme si le temps il jaillissait plus de manière horizontale mais de manière verticale. Il n'y a plus vraiment de passé ni de futur. Il y a une renaissance à soi, c'est un état naissant. Et donc c'est à ce moment précis que l'identité elle peut se reconstituer et exister comme telle. Et pour revenir à Hölderlin, il disait que l'homme est tout entier à l'intérieur du moment. Donc avec une approche un peu plus psychologique, on pourrait dire que l'acte de création, c'est un moyen c'est un moyen de rassembler des bouts de moi en une forme moïque. Et cette forme, en fait, c'est l'œuvre d'art. Donc avant de conclure, j'aimerais citer des mots de Bachelard qui résument très bien ce lien entre le présent et identité. Donc, il dit « L'idée que nous avons du présent est d'une plénitude et d'une évidence positive singulière. Nous y siégeons avec notre personnalité complète. C'est là seulement par lui et en lui que nous avons sensation d'existence. Il y a identité absolue entre le sentiment du présent et le sentiment de la vie. »
Et donc pour conclure, j'aimerais dire, je dirais tout simplement que le corps performatif donc, est ce médium qui nous permet d'accéder et de livrer un contenu essentiel, et que tout acte de création est un itinéraire d'union à l'être, et on en revient complètement transformé. C'est une rencontre avec soi, c'est une unification de l'être, et c'est tous ces espaces-temps, ces stases dont j'ai parlé, finalement, ils sont des qualités de temps qui nous permettent d'expérimenter toutes ces problématiques liées à l'identité. Et la métaphore de l'archéologie, je la trouvais plutôt opportune parce qu'elle montre bien cette expédition dans le fort intérieur où on s'invite en soi et on creuse toutes les strates successives pour atteindre le vestige qui est l'être intime qui sommeille en chacun de nous. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement le service des manifestations de l'INHA et toute l'équipe du Congrès Rotonde qui nous accueille aujourd'hui. Merci à toi Inès pour ce très beau partage et cette belle matière à réflexion, à questionnement et à découverte. Pour clore donc cette session dédiée à la question du corps et de l'identité, nous allons à présent écouter Sarah Velasquez-Orcel. Sarah est doctorante en 4e année de thèse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où elle a également dispensé des cours. Elle est spécialiste d'art mexicain et elle mène à ce titre une thèse intitulée « La représentation de la conquête dans les arts mexicains et espagnols au XIXe siècle », sous la direction de Pierre Vatte. Oui, pardon. Excusez-nous pour ce petit délai, on va préparer la présentation. C'est bon. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une reconstitution d'un vestige archéologique qui s'appelle la jeune femme, enfin, qu'on a appelée la jeune femme des Amarrak, qui a été reconstituée pour devenir un monument en l'honneur de l'identité des femmes indigènes dans la ville de Mexico. Et à travers cette étude de cas, je voulais réfléchir en fait à la place de l'identité indigène dans cette nation mexicaine. Donc le 23 juillet 2023, à Mexico, sur l'avenue emblématique du Paseo de la Reforma, un nouveau monument a été inauguré, donc la jeune femme des Amarrak. Il s'agit donc d'une reconstitution monumentale d'une récente découverte archéologique qui est donc présentée comme un hommage aux femmes indigènes et un acte de reconnaissance de leur lutte. Cette statue, elle n'est pas placée n'importe où, puisqu'elle doit remplacer celle de Christophe Colomb, qui est retirée en 2020. Et le chef du gouvernement, qui est Devela Martí Batres, va présenter lors de l'inauguration de la statue comme étant une antithèse radicale à celle de Colomb. Il dit, la jeune femme d'Amarrak rassemble de nombreux symboles de la subalternité. Elle est indigène, elle est femme, elle est jeune, mais en même temps, elle fut une gouvernante. L'installation de sa culture, ici même à l'emplacement de l'ancienne Glorieta des Colonnes, est à la fois un hommage et une revendication pour les peuples, les communautés indigènes, les pauvres, les femmes, c'est-à-dire pour tout ce qui relève de la subalternité et de l'altérité. La jeune femme des Amarrak est un symbole de la lutte anticolonialiste et antiraciste. Cette décision, elle est donc vraiment présentée comme étant une volonté de rupture avec l'héritage colonial. Or, comme je vais tenter de le montrer aujourd'hui, elle soulève de nombreuses problématiques et, in fine, semble rejouer une certaine dynamique coloniale. Avant de questionner ce choix, je voulais juste faire un petit passage sur ce Paseo de Reforma pour vous expliquer l'importance symbolique de ce lieu. Donc ici, vous avez une carte d'une petite partie de la ville de Mexico qui est
énorme. Et vous avez du coup cette grande avenue qui traverse le cœur de la ville et qui mène au château de Chapultepec. Le château de Chapultepec étant le lieu où habitaient les présidents lors du XIXe siècle. Et c'est au XIXe siècle que cette avenue est construite. Et très vite, en fait, cette avenue, elle va devenir une sorte d'espace de mise en scène de l'histoire nationale et elle matérialise, en fait, l'identité mexicaine après l'indépendance de 1821 dans l'espace urbain. Et c'est donc dans ce contexte-là que va être érigé le monument de Christophe Colomb, qui, en fait, dès le départ, va faire polémique parce que déjà, c'est un monument qui est à l'initiative d'un homme d'affaires mexicain, donc une initiative privée, qui va demander à un sculpteur français, Charles Cordier, de la réaliser. Et du coup, ce choix, dès le 19e siècle, elle fait polémique parce que pourquoi choisir un sculpteur français et pas un sculpteur mexicain pour faire un monument qui doit du coup prendre place sur le Paseo de la Reforma. Et aussi, déjà, à cette période, il y a cette question de pourquoi choisir Colomb comme figure à être érigée sur le Paseo. Et donc, dans cette dernière controverse, en fait, on retrouve une question centrale dans la construction de l'État-nation mexicain suite à son indépendance en 1821. C'est la question, en fait, des origines de la nation. Au XIXe siècle, on va avoir deux camps qui vont s'opposer en quelque sorte. On a certains intellectuels et politiciens qui revendiquent un ancrage pré-hispanique, affirmant que la nation existait avant la conquête et que la nation existe plus précisément dans le passé de l'Empire mexica, qu'on appelle aussi incorrectement aztèque. Et puis d'autres, au contraire, estiment que la fondation du Mexique commence avec la colonisation espagnole et notamment avec Christophe Colomb. Premièrement, c'est la première vision que je vous présentais qui va s'imposer, surtout après la fin de l'Empire de Maximilien et donc cette intervention française, puisque à partir du coup des années 1860, pour le Mexique, il devient crucial de revendiquer une identité propre et une identité qui ne soit pas héritière de l'Europe pour ne pas craindre une autre intervention européenne. Et ce qui est intéressant en fait avec ce Paseo de la Reforma, c'est qu'au fil du temps, du coup, il va s'enrichir de nouveaux monuments et surtout, il va être investi par les habitants comme un espace de loisirs, mais aussi un espace de protestation. Et donc, l'avenue de la Reforma, aujourd'hui, c'est à la fois une vitrine de l'histoire officielle, un lieu touristique, mais aussi un espace de revendication et de lutte collective. Et notamment, c'est sur cette avenue que se déroule chaque année la marche du 8 mars pour le droit des femmes et aussi, par exemple, la marche des fiertés. Et les militants qui traversent cette avenue jouent très régulièrement avec les monuments. Elles vont se les approprier en les taguant, en installant d'autres qu'on appelle des anti-monuments. Et elles font vraiment exister sur cet espace hautement symbolique des mémoires disruptives de celles de l'État. Dans le débat public actuel, on a souvent tendance à présenter l'action des déboulonnages des statues comme un phénomène assez récent, né à la suite des manifestations pour Black Lives Matter. Ces manifestations ont certes été un catalyseur pour les luttes antiracistes, mais elles viennent se placer dans une histoire beaucoup plus large des luttes. Et j'ai envie de dire presque que de tout temps, l'espace urbain a aussi été un lieu de contestation du pouvoir. On pourrait parler dans la Rome de la Renaissance, par exemple, des satires anonymes qui étaient accrochés sur la statue du Pasquin pour dénoncer les élites. Mais je vais me concentrer sur deux exemples au Mexique. Et juste pour vous dire que, par exemple, même dans le Mexique colonial, on a retrouvé des graffitis, notamment de l'époque coloniale. Donc cette utilisation du graffiti dans l'espace urbain, c'est quelque chose d'ancien. Mais du coup, comme je n'ai pas le temps de refaire toute l'histoire, je vais juste m'attarder sur ce qui s'est passé au Mexique en 1992, dans la ville de San Cristóbal de las Casas, où le jour du 12 octobre, qui est le jour des célébrations de la découverte, entre guillemets, de Colomb, la statue du conquistador Diego de Mazariegos est déboulonnée.
Vous voyez ici les images du coup de ce déboulonnage, mais aussi dans la lutte féministe au Mexique, on a par exemple le 9 mai 1971, à la veille de la fête des mères, le collectif Mujeres en Acción Solidaria qui va détourner le monument à la mère du Paseo de Reforma pour créer un espace où va se questionner le mythe de la maternité. Et donc, encore aujourd'hui, on retrouve énormément d'anti-monuments qui sont installés par des militants sur le Paseo de la Reforma pour commémorer des victimes, notamment par exemple celle-là, pour les victimes, donc les disparus d'Ayotzinapa. Donc, en 2020, 2 jours avant l'anniversaire de la découverte de l'Amérique, la statue de Colón est retirée officiellement pour restauration et officieusement, c'est parce que le gouvernement craint qu'elle ne soit détruite par des groupes féministes qui l'avaient déjà marquée donc de graffiti il y a quelques mois. Et très vite, en fait, le piédestal, il est laissé vide, le piédestal de Colón, et il va être revendiqué par des militantes féministes qui vont venir y accoler une silhouette violette d'une jeune femme au point levé, avec écrit dans le dos, ici, on voit ici, Justicia, donc justice. Et tout autour, en fait, du piédestal sont installés par les policiers des grilles en métal, et les femmes vont venir inscrire le nom des victimes et sans arrêt la police vient les effacer et puis sans arrêt elles reviennent et donc en quelques mois cette place est totalement appropriée par les militantes et elle devient vraiment un espace de lutte et qui est nommé par les collectifs le rond-point des femmes qui luttent et notamment on a l'artiste féministe mexicaine Monica Mayer qui va venir installer une de ses œuvres qui s'appelle le tendero. Tendero, ça veut dire littéralement la corde à linge. Pardon. Et en fait, c'est une installation où elle vient étendre une corde à linge et elle demande aux passantes de venir y inscrire, y accoler un témoignage avec une question à chaque fois. Et donc, face à cette appropriation de ce lieu, Claudia Sheinbaum, qui est alors chef du gouvernement mexicain et qui maintenant est la nouvelle présidente, annonce qu'un monument officiel va remplacer celui de Colón. Et elle annonce du coup l'installation d'une sculpture de l'artiste mexicain Pedro Reyes qui doit s'intituler Tlali, qui veut dire terre en nahuatl, et qui est inspirée de des têtes monumentales Olmec, qui sont considérés, les Olmecs sont considérés comme la culture mère de Mésoamérique. Et cette sculpture, Tlali, doit donc honorer les femmes indigènes qui ont lutté pour la nation. Mais cette proposition, elle va susciter une vive polémique. Premièrement, on va demander pourquoi confier ce projet à un artiste masculin, et puis surtout, pourquoi choisir une esthétique Olmec tout en la nommant avec un nom nahuatl, sachant que les Olmecs ne parlaient pas le nahuatl. Et voilà. Et du coup, sous la pression, le projet est abandonné et le gouvernement va opter pour une solution apparemment plus neutre, donc la jeune femme d'Amaraq. La jeune femme d'Amaraq, en fait, c'est une sculpture qui est retrouvée dans la région de l'actuelle Veracruz, totalement par hasard, pendant que il y a des agriculteurs qui sont en train de labourer un champ. Et ça représente... les archéologues disent que ça pourrait représenter une femme noble de la société Ténèque. Et c'est une sculpture qui date de la période post-classique, c'est-à-dire qui a été construite entre 1450 et 1521, 1521 étant la date du début de la colonisation espagnole. Ce choix, en fait, il suppose l'idée que les populations préhispaniques sont les indigènes du présent. Et cette supposition, ça pose un sérieux problème anachronique, puisqu'il faut bien comprendre que l'identité indigène ou l'identité indienne est une construction artificielle qui naît avec la colonisation. Et donc, quand cette femme noble est représentée à la période post-classique, le concept d'Indien, le concept d'indigène n'existe pas.
Et du coup, c'est assez ironique de voir le chef du gouvernement dire que cette femme noble pourrait incarner une identité subalterne, alors qu'elle incarne une femme noble dans une période où cette identité indienne n'existe pas. Ensuite, ce choix a souvent été représenté comme un choix novateur. Or, ce n'est pas le premier monument sur le Paseo de Reforma qui fait référence explicitement au passé préhispanique, puisque en 1887, donc déjà au XIXe siècle, il y a la statue de Cuauhtémoc qui est inaugurée. Cuauhtémoc, c'est l'ultime empereur mexica qui, au cours de l'histoire, va devenir une sorte de martyr de la nation mexicaine et qui incarne, si vous voulez, le symbole de la lutte contre les envahisseurs espagnols. Donc, qui incarne déjà une sorte d'idée anticoloniale. Les racines de la nation mexicaine, en fait, très vite, elles sont placées dans ce passé préhispanique, puisque si vous visualisez par exemple le drapeau mexicain, sur le drapeau mexicain, on retrouve au centre l'aigle sur le cactus, qui est une référence directe au mythe de fondation de Tenochtitlan, qui était donc la capitale des Mexicas. Néanmoins, en fait, si les racines préhispaniques de la nation sont exaltées, bien souvent le présent indigène est nié et même totalement opprimé. Porfirio Díaz, notamment, qui est donc président lors de l'inauguration de la statue de Cuauhtémoc, va organiser cette inauguration en invitant aussi un groupe d'une communauté autochtone du nord de la ville. Mais au même moment, il va mater violemment toutes les révoltes autochtones dans le pays. La dictature de Porfirio Díaz, elle prend, oui, donc ça c'est aussi une caricature qui montre cette ambivalence, où on voit du coup le dictateur, enfin Porfirio Díaz, qui est présenté ici dans une stèle qui se veut préhispanique, avec du coup un de ses ministres qui lui offre en sacrifice des corps ici du peuple yaqui. Derrière, on a un peu le peuple maya et ici les Chichimèques, et qui représentent du coup ce sacrifice de ces communautés autochtones pour une offrande à Porfirio Díaz, qui se présentait comme étant le président qui va faire entrer le Mexique dans la modernité. Mais du coup, la dictature de Porfirio Díaz, elle prend fin avec la révolution mexicaine de 1910. Et cette révolution mexicaine, elle va donner un art que je pense vous connaissez, et mené notamment par les trois grands muralistes, Diego Rivera, Siqueiros et Orisco. Et cette révolution, cette période post-révolutionnaire va aussi donner lieu à des politiques indigénistes. Pourtant, dans les représentations, en fait, on retrouve finalement des stéréotypes assez communs sur l'identité indigène. On a souvent l'impression d'une réactivation du mythe du bon sauvage, notamment dans les œuvres, par exemple, de Diego Rivera. On retrouve toujours l'Indien figé dans une sorte d'image atemporelle, comme un être idéal qui vit en harmonie avec la nature, qui est une sorte de victime qu'il faut protéger, etc. Et on va surtout construire la figure de l'altérité indigène comme étant une culture figée qui se construit en dehors de l'histoire et qui est complètement opposée à la modernité. Et vous avez par exemple Yasnaya Aguilar Gil, qui est une écrivaine et linguiste miché qui vit du coup dans l'état de Oaxaca, qui parle pour ce mythe de cet Indien, entre guillemets. Elle parle de l'effet Tizoc. Tizoc, c'est un film des années 70 avec Pedro Infante et Maria Félix qui met en scène en fait une histoire d'amour. Et en réalité, quand on regarde le film, c'est tourné au Chiapas, sauf que les protagonistes, il porte un nom nahuatl, on dit qu'il vient d'une communauté autochtone de Oaxaca, elle est habillée comme une femme de l'isthme de Tehuantepec, et en fait, dans le film, on retrouve une sorte d'amalgame très essentialisante qui va présenter l'identité autochtone comme étant une identité presque générique
et qui serait donc commune au Mexique entier, alors que rien que dans l'état du Oaxaca, on a une diversité de langues qui est telle, qui montre qu'il y a aussi une diversité en fait, de cultures, de sociétés. Cette fusion du coup de cette identité indigène, elle efface la diversité des peuples autochtones et les réduit à une sorte d'essence homogène et intemporelle. Et il y a l'anthropologue Paola López Caballero qui a développé la notion d'Indien patrimoine pour définir du coup ce constat. Pour elle, elle va montrer, notamment dans cet ouvrage, que les autochtones sont perçus comme les gardiens d'un passé certes glorifié mais révolu, et qui sont assignés du coup au rôle sans cesse de témoins vivants d'une histoire vieille de plusieurs siècles. Donc déjà, ça suppose qu'il n'y aurait pas eu d'évolution de leur culture, de leur mode de vie pendant presque 500 ans. Et ça du coup, les enferme dans ce qu'elle appelle donc ce concept d'Indien patrimoine qui est assez révélateur. Je veux juste noter aussi que dans cet ouvrage, Paola López Caballero, elle va souligner aussi l'agentivité de certains groupes autochtones qui vont négocier avec cette désignation pour acquérir une forme de pouvoir. Et je pense que c'est un point important dans son étude et important de manière générale de garder en tête qu'il y a aussi des groupes autochtones qui vont, pour négocier avec ce pouvoir, avec cette altérité qui leur est imposée, jouer cette idée qu'ils seraient effectivement des témoins d'un passé révolu. Donc, la jeune femme d'Amarrak, reproduction de ce vestige préhispanique pour honorer les femmes autochtones, illustre complètement cette logique. Elle perpétue l'idée que les indigènes ne sont que les racines, qu'un patrimoine figé. Et donc, à ce sujet, je voulais à nouveau citer Yasnaya Aguilar-Gil, qui affirme « Les peuples autochtones ne sont pas les racines du Mexique, nous en sommes la négation constante. Être les racines du Mexique revient à nous dépolitiser et nous instrumentaliser pour justifier une chose à laquelle nous n'avons jamais participé, la création de l'État. C'est pourquoi nous en sommes une négation. » Et donc, cette pétrification cette pétrification de l'identité indigène, elle va marginaliser totalement les communautés autochtones et les placer à l'extérieur à la fois du présent, mais du coup aussi du futur de la nation, puisqu'elles sont sans cesse représentées comme un simple vestige du passé. Et ici, c'est particulièrement montré en étant simplement une reproduction, une reconstitution littéralement d'un vestige archéologique. Et donc c'est là le problème de cette reconstitution. Et pour résumer, donc, comment une noble du XIVe siècle peut-elle incarner, comme l'affirme le gouvernement, l'identité des femmes autochtones subalternes aujourd'hui? Et pendant que du coup, ces vestiges archéologiques sont érigés, les jeunes femmes indigènes restent invisibilisées et entravées lorsqu'elles revendiquent un rôle politique. Vous avez par exemple l'exemple de Marichuy, qui est María de Jesús Patricio Martínez, qui a été élue en 2018 comme la porte-parole autochtone représentative par le Congrès national indigène pour être candidate à la présidence en 2018. Marichuy, c'est la première femme, elle est issue du peuple Nahua, donc c'est la première femme Nahua, indigène aussi, à se présenter à la présidence mexicaine. La campagne de Marichuy, elle va être documentée dans ce documentaire La Vocera, et dans ce documentaire, en fait, on voit tous les obstacles systémiques qui freinent l'accès des femmes autochtones au pouvoir, que ce soit des freins administratifs, que ce soit des papiers qui sont à remplir via Internet, sauf que y a des endroits au Mexique, et notamment où les populations autochtones vivent, où il n'y a pas en fait d'accès à Internet, etc. Et ce paradoxe, en fait, et ça vient illustrer ce paradoxe de
comment en fait l'Indien patrimoine va légitimer à la fois un récit national tout en mettant les populations autochtones dans une position subalterne, privées d'une véritable agentivité politique et qui sont réduites à faire des rituels de baston de mando, c'est-à-dire des rituels de passation de pouvoir, enfin du pouvoir symbolique à travers ce bâton, lors par exemple de la prise de pouvoir à la présidence de Claudia Sheinbaum. Voilà. Et pour terminer, une question, peut-être que l'acte véritablement décolonial aurait été de laisser le piédestal vide et le laisser être approprié par les militantes. Voilà, merci. Un grand merci à Sarah pour encore une passionnante présentation qui, je me permets juste de le souligner et d'ouvrir une parenthèse, démontre et rappelle que le fait de retrouver une identité collective passe non seulement par des actions artistiques, mais qui doivent être combinées aussi par des actions de contestation politique. Je me permets juste de le souligner car ça fait parfaitement le lien avec la session suivante qui se tiendra ici même cet après-midi à partir de 14h30, dédiée aux reconstitutions comme outil narratif et identitaire et politique. Je propose à présent que nous passions aux questions, à la discussion, qui pourra être éventuellement poursuivie pendant le temps du déjeuner. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Bonjour à toutes et merci beaucoup pour vos présentations qui étaient passionnantes. J'aurais deux petites questions. Ma première question, c'est pour Inès. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai cru comprendre donc, dans ce que vous avez expliqué que vous questionnez beaucoup le rapport au corps par rapport au présent et par rapport au monde. Et je me demandais, comme vous avez géolocalisé votre performance, je me demandais si, dans le questionnement que vous faites sur l'identité, vous preniez en compte dans votre pratique artistique le rapport à l'altérité, aux autres, et le rapport au temps, et dans quelle dimension vous le faites ? Oui, bien sûr, parce que je pense que finalement toute interaction est projection, et donc c'est... Enfin, tout à l'heure, je parlais de l'intérieur et de l'extérieur, mais dans cet extérieur, l'individu, l'autre, il est présent, et c'est un va-et-vient entre l'individu, entre le personnel et effectivement le collectif. Et je pense que c'est quelque chose qui est présent effectivement dans la majorité des actions créatives. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas. S'il n'y a pas de questions pour l'instant dans la salle, j'en aurai une. Peut-être que ça en suscitera d'autres. J'ai une question en particulier pour Gaëlle, mais qui peut-être s'appliquer aux autres présentations. Je m'intéresse de mon côté beaucoup aux questions à la matérialité de des ornements corporels. Et ma question est la suivante, c'est à quel point donc, les sources que tu as montrées, les urnes, les statuettes anthropomorphes, permettent-elles de retrouver donc, cette matérialité et les techniques qui étaient utilisées, je pense surtout pour ce qui concerne les matériaux organiques. Est-ce que tu as une idée des colles précisément qui étaient utilisées, des pigments éventuellement ? Est-ce que ça peut être retrouvé avec ces sources ou avec d'autres sources ? Et est-ce que ta recherche te permet de voir, tu parlais d'interpénétration parfois de ces ornements entre les différentes cultures, les différents lieux. Est-ce que tu arrives aussi à avoir des interpénétrations et des diffusions de techniques grâce à tes recherches ? Alors, merci pour la question, qui est très... on peut en parler des heures, on peut parler pendant des heures sur ce sujet-là.
Par rapport d'abord à la matérialité, si j'ai bien compris, par les techniques de fabrication des objets même, c'est ça. Donc oui, et d'ailleurs il y a des gens qui travaillent dessus, qui font de la technologie céramique, qui voient comment sont fabriquées vraiment les urnes. C'est pas mon cas, mais on sait que par exemple les urnes et les statuettes même, les statuettes sont fabriquées à partir d'un modelage, et les urnes sont, comment on appelle ça, la technique des boudins. Vous voyez que j'ai oublié comment on l'appelle. Voilà, colombin. Et puis aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on parle beaucoup des iconographies de ces pièces, mais la construction même de la pièce, outre l'iconographie, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué dans la pièce, parce que les urnes, elles font 1 mètre, 1 mètre 20, et elles sont très fines en fait, elles ne sont pas du tout épaisses. Et c'est vraiment lisse, c'est très très bien poli. Enfin, moi, je dirais même que la construction de la pièce est plus complexe que les iconographies. Par rapport aux pigments, oui, on peut identifier les pigments. On a principalement des pigments à partir de l'Odokon. C'est un bois, c'est une plante qu'on retrouve un peu partout. En fonction de la région, on a aussi du bois du Brésil, qu'on appelle en portugais pau-brasil. Et puis, moi, je pense que ces pièces, elles mériteraient tout à fait une analyse, une vraie analyse de ces pigments. Et c'était l'idée au début, mais bon, il faut trouver les financements, il faut trouver les labos qui font ça. C'est toute une autre complication, mais c'est un des objectifs. Par rapport aux parures organiques, là où on peut prendre le plus, on peut puiser le plus d'inspiration, ce sont les parures ethnographiques, parce qu'on a des parures ethnographiques qui sont quand même assez anciennes. Et puis, j'avais notamment travaillé sur ça en master, sur les parures de plumes, donc c'est là où j'ai peut-être le plus d'expertise, on va dire, où on voit vraiment la transmission entre les cultures des techniques de fabrication des parures de plumes, que ce soit par la base, la matrice des plumes, que ce soit par les oiseaux qui ne sont pas d'un certain lieu et qui vont être ensuite transportés vers un autre lieu. Aujourd'hui, on peut même identifier l'origine des oiseaux à partir de l'analyse de la plume. À nouveau, ça demande tout un budget, toutes les personnes compétentes pour faire ça, dans un monde idéal. Et puis, donc sur les figurations, donc je vous ai montré tout un certain nombre de parures différentes. Certaines sont un petit peu plus difficiles à identifier, et c'est là où c'est vraiment intéressant de voir dans ce qui est conservé dans les matériaux ethnographiques plus anciens, même plus récents, où on peut avoir certains éléments de comparaison. Quand on a par exemple des parures sur la tête, on ne sait pas trop ce que c'est. On peut aller puiser dans les dessins ou dans les pièces ethnographiques pour nous donner peut-être des pistes. Et il y a aussi toute la question on parle beaucoup de plumes, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur mes pièces, on n'a pas de plumes. Et ça, c'est vraiment la chose un peu contradictoire de toute cette recherche. Et l'hypothèse qu'on essaye de mettre en place en ce moment, c'est que les plumes n'étaient pas représentées parce qu'elles étaient mises directement sur les pièces. Et ça expliquerait pourquoi on ne les retrouve pas. D'ailleurs, on a certaines perforations, notamment sur les urnes funéraires, qui pourraient potentiellement être destinées à accueillir des plumes. Et donc voilà, en fait, tout ça passe par une diversité de sources, de matériaux, d'expériences aussi de l'œil, parce qu'à force de voir plein de parures, on finit par les reconnaître et on finit aussi par pouvoir en identifier certaines. Et après, il y en a d'autres où l'interprétation est évidente. J'ai une statuette qui fait à peu près cette taille, où il a une parure de tête, où ce sont probablement des dents de jaguar. Et à l'arrière, on a des fils qui pendent, et puis on voit clairement en fait que c'est les fils en coton ou en autre matériau qui sont sous forme de nœuds et qui pendent à l'arrière. Donc il y a certaines choses plus évidentes que d'autres. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup. La réponse est tout aussi passionnante que la présentation. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ces 4 présentations.
Ce n'est pas tout à fait une question, mais je vais m'adresser à Gaëlle Dias et à Sarah Velasquez-Arcel. Bon, j'ai été très très touchée par vos interventions, vraiment, je vous le dis sincèrement. Et je suis un vieux routier de la maison, et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment vous avez réussi à piocher, à cause et en raison peut-être du terrain sur lequel vous travaillez, les corpus théoriques qui sont un peu l'arrière-plan épistémologique de vos travaux et qui sont peu audibles souvent en France. Alors vous avez nommé Eduardo Viveros, et puis pour la deuxième intervention, on voit bien comment vous avez pensé, déployé toute la théorie décoloniale instruite par les intellectuels sud-américains. De cela, je voulais vraiment vous remercier, sincèrement, parce que c'est un travail pour partie aussi que vous avez, me semble-t-il, entrepris seul. Voilà, si vous êtes d'accord. Et j'apprécie énormément votre langue scientifique et la manière dont vous déployez ce savoir, alors que derrière, il y a quand même un grand enjeu épistémologique. Voilà. Et ça me fait très plaisir de l'entendre ici. Je tenais à vous le dire, voilà, parce que vous êtes des jeunes gens encore en thèse, quoi. Voilà. Et à la fois, j'ai apprécié la manière dont vous avez tenu votre propos, mais aussi, finalement, je suis très contente parce que ça irrigue, même si c'était peut-être pas dans la bibliographie d'origine qu'on vous aurait donnée sur vos sujets. Voilà, le monde est ainsi fait que ces penseurs-là, et puis l'Amérique latine est un espace qui a été extraordinaire de ce point de vue, mais franchement, je vous remercie énormément, parce que ça me donne... je me dis, ouais, en fait, superbe, quoi, ils y vont. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, vraiment. C'était d'une très grande qualité. Merci. C'est pas vraiment une question. Merci infiniment pour ces mots. C'est vrai qu'en France, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué depuis le master, mais surtout quand j'ai commencé ma recherche doctorale, c'est qu'il y a vraiment une réticence quand on aborde, surtout quand on fait le lien entre l'archéologie et l'ethnologie, puisque bon, les ethnologues vont dire aux archéologues, ah mais c'est pas comme ça qu'on fait, les archéologues vont dire aux ethnologues, bah, c'est pas comme ça qu'on fait. Enfin, c'est une guerre de disciplines qui n'a pas lieu d'être, pour moi en tout cas, pour mon terrain. Je ne me prononce pas sur les autres zones, mais en tout cas pour le Brésil, ça n'a pas lieu d'être. Et comme je dis, on a tout à gagner en fait, à citer toutes ces personnes-là et à citer des personnes qui viennent de ces endroits-là. On a toute une, je peux vous faire une liste énorme d'écrivains, de penseurs autochtones vraiment qui réfléchissent sur la question. Donc pour moi, c'est impensable de ne pas en parler, de ne pas les inclure dans notre bibliographie et même dans notre manière de fonctionner et de faire de la recherche. Bonjour, merci à toutes les quatre pour vos présentations, c'était vraiment passionnant. Moi j'ai une question pour Pauline, puisque j'ai fait une fixation pendant toute la présentation sur les nez, auquel tu as un peu répondu à la fin. Et moi j'aimerais bien avoir ton avis sur le choix de ces nez, parce que je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas été choisis en fonction du lieu de découverte des individus aussi, puisqu'ils sont des connotations assez géographiques finalement, et aussi est-ce qu'il y a des exemples de reproduction de ces visages qui ne sont pas occidentaux? Parce que là, on a eu beaucoup de musées en Europe, essentiellement. Je ne me souviens pas s'il y en avait aux États-Unis, mais enfin voilà, donc c'est une vision qui est finalement très occidentale aussi. Alors, sur la question des nez, donc c'est pas forcément le point le plus compliqué en reconstitution vraiment faciale en termes de technique. C'est peut-être là où les méthodes proposées marchent le mieux, plus que par exemple la bouche ou les oreilles qui sont vraiment uniquement des parties molles. Là, ils arrivent quand même à donner des propositions peut-être moins fiables que d'autres parties du visage. Alors, ça va rentrer dans la problématique qui vient d'être abordée, mais il y avait deux choses. Déjà, simplement rapidement pour la question des lieux où sont les musées.
C'est une question que je me suis posée parce qu'effectivement, au début, j'avais accès plus facilement, évidemment, au musée d'abord européen, enfin français européen. Assez vite, toute l'iconographie qui m'arrive est aussi par Internet, donc rapidement les musées américains qui sont réutilisés beaucoup dans la presse. J'ai voulu justement chercher, voir ce qui se passe ailleurs. Donc, comme je disais, c'est quand même des coûts importants. Donc, soit c'est les mêmes artistes qui travaillent ailleurs. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a eu des expositions permanentes ou temporaires avec les artistes dont j'ai parlé qui ont exposé des œuvres là-bas. Il y a quelques musées avec des œuvres locales, enfin autochtones, que ce soit des musées au Maroc, au Tchad. Sinon, il y a des musées en Asie, notamment au Japon. Mais on voit que globalement, ou en Inde aussi, j'ai pu retrouver des choses sur l'Inde, on voit que globalement, il n'y a pas tant de différence. Je m'attendais à trouver des différences, mais en fait, pas tant que ça. Il y a quand même une uniformisation dans la manière de les représenter, quels que soient les continents. Sur la question de est-ce qu'on reconstitue des gens, par exemple, d'Afrique en prenant des modèles locaux, enfin voilà, si c'est ça la question. Donc globalement oui, notamment pendant longtemps avant qu'on ait les informations sur l'ADN, les couleurs de peau étaient choisies en fonction des personnes locales. Notamment, je pense à des vestiges en Indonésie ou des choses comme ça, où en l'absence d'informations supplémentaires, ça va être des gens sur place qui vont être pris comme référence. Je voulais aussi vous faire part, par rapport aux deux présentations sur l'Amérique du Sud, moi, de réflexions que ça a amené pour moi. Déjà, sur l'idée d'Indien patrimoine figé dans le temps, moi, j'ai pu trouver, justement, en étudiant cette collection de magazines scientifiques, notamment des Sciences et Vie des années 90, entre autres, qu'il y avait encore, dans les années 90, parfois des magazines où, alors moi je cherche les reconstitutions, mais voilà, un article sur « Ils vivent encore comme à l'âge de pierre », et parfois même des périodes encore plus récentes et dans des livres ou des livres de vulgarisation. En général, quasiment tous les livres ou magazines encore récemment, c'est l'archéologie depuis la préhistoire la préhistoire très ancienne jusqu'à la préhistoire récente. Et après, il y a quelques feuilles sur l'ethnographie. Et il y a une espèce d'amalgame qui se fait assez systématiquement, comme si effectivement il n'y avait pas eu d'évolution. Et moi, je travaille donc, je pense que vous l'aurez compris, sur la déconstruction des idées reçues donc, comme un peu dans ton travail ou même dans ce que tu proposais aussi, quand on arrive pour la préhistoire, pour le paléolithique, à avoir une résolution suffisamment bonne, donc par exemple, moi j'ai travaillé sur la reconstitution des vêtements dans mon master 2 sur les perles dans les tombes en fait, de l'époque gravétienne, donc il y a 30 000 ans en Europe, donc sur un territoire quand même assez vaste et une période de temps assez longue puisqu'on parle de 10 000 ans, mais malgré tout, c'est là où on a le plus de tombes. Et donc, ça m'avait permis de voir qu'il y avait déjà des modes régionales qui se distinguaient clairement, notamment, par exemple, France-Italie ne faisait pas du tout la même chose que l'Europe centrale ou la Russie. Et donc, on voyait apparaître comme ça des groupes régionaux. Et je pense qu'à chaque fois qu'on arrive à avoir une résolution suffisamment bonne, finalement, ces chasseurs-cueilleurs du Paléolithique avaient, pour moi, une diversité de cultures, à la fois dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que même pour une même période chronoculturelle, on va avoir une grande diversité de groupes. Et en fait, même si on ne parle pas des mêmes lieux et des mêmes époques, je pense qu'à chaque fois, cette notion de diversité, et là, par exemple, dans le cadre de ma thèse, j'approfondis un peu plus Néandertal, que je connaissais moins avant de commencer la thèse, et je pense que j'en arrive aussi petit à petit à penser à la même chose, c'est-à-dire que finalement la réponse c'est toujours la diversité. Voilà. Et merci pour votre question. Et merci aussi aux organisateurs, je me rends compte que je suis la seule à ne pas avoir remercié. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Yoann, est-ce que tu avais des questions ou pas? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'aller déjeuner. Et voilà. Et si les intervenantes nous font le plaisir de déjeuner avec nous, on pourra continuer à
à échanger.